dire aujourd'hui, la nature, il y a une interrelation au niveau planétaire, on doit reconnaître ce bien commun de l'humanité, et c'est cette reconnaissance-là qui va nous mener vers une gestion à travers l'intérêt général. Donc l'intérêt général qui est dans notre culture depuis toujours de la gauche. Quel est l'intérêt général de la gauche républicaine, la gauche qui est habituée à cette question-là? Il faut voir que l'écologie est un levier très important pour remettre au centre du combat politique cet intérêt général. C'est un levier qu'on doit utiliser en partie dans ce sens-là pour dynamiser beaucoup de choses. C'est un levier que, comme on le voit dans beaucoup de luttes en Amérique latine, notamment, sont capables de mobiliser beaucoup de citoyens. Il y a une question de mobilisation des citoyens autour de questions écologiques, et on peut utiliser ça pour une construction d'une nouvelle souveraineté populaire. Le modèle néolibéral, qui à travers la précarisation de l'emploi, l'isolation de la population, essaye de détruire cette souveraineté populaire-là, la souveraineté qui se retrouve représentée dans l'État. Aujourd'hui, on peut la construire à travers ce levier-là de la reconnaissance du bien commun. Bon, ça c'est une remarque de fond qu'il faut garder toujours en tête. On reviendra, si on a le temps, je n'ai pas envie d'être très long, sur des exemples concrets, notamment des exemples qu'on a pu voir en Équateur sur les assemblées constituantes qui ont mené vers la reconnaissance des droits de la nature. Donc c'est une question qui est très intéressante. Si on a un peu de temps, on y reviendra tout à l'heure. Et ça me mène vers une troisième remarque, justement. Ce levier-là, il est important, mais il faut qu'on voit aussi qu'il y a une imbrication entre les luttes sociales et les luttes écologiques. C'est l'écologie qui prend l'écologie politique, ce n'est pas les luttes écologiques qui priment sur la lutte sociale, ni les luttes sociales qui priment sur la lutte écologique. Aujourd'hui, on est dans une imbrication totale de la lutte. Pour donner quelques exemples de cette imbrication-là, c'est une imbrication d'ailleurs qui se retrouve encore une fois dans la notion d'intérêt général. Quelques exemples. On a l'exemple de réfugiés écologiques. Donc les réfugiés écologiques, ce n'est pas que des réfugiés climatiques, des réfugiés écologiques qui peuvent être concernés par tout ce qui est les gens qui ont été déplacés par la désertification, par la déforestation, la salinisation, l'érosion. Donc c'est tous ces réfugiés-là. Aujourd'hui, ça représente 163 millions de personnes. Il est prévu que pour les années 2050, ça représente 1 milliard de personnes. Donc c'est un problème qui a une racine écologique, mais qui a des conséquences majeures dans les questions sociales auxquelles on va être confronté dans nos sociétés. Un autre exemple d'implication de ces luttes-là, qui n'est pas dans le même schéma d'une conséquence sociale avec une racine écologique, c'est celle des conséquences des mesures libérales qui sont aujourd'hui données en réponse à la crise écologique. Un exemple, en France, on a essayé d'instaurer une taxe carbone. Une taxe carbone un peu sur le même modèle de ce qui pourrait être la TVA, la taxe à la valeur ajoutée, c'est-à-dire que tout utilisateur d'une voiture devait payer une taxe sur son essence. Donc ce sont des taxes qui sont totalement injustes d'un point de vue social, qui ne font rien d'autre que creuser les inégalités, mais qui sont mises en place sous prétexte de répondre à une crise écologique. Donc on voit encore une fois que ces luttes-là se retrouvent là aussi imbriquées dans les luttes néolibérales, contre les mesures néolibérales. Il y a une dernière lutte, et qui est peut-être une des plus importantes à mener dans le futur, c'est des luttes impériales qui vont se développer de plus en plus pour le contrôle des ressources naturelles. Aujourd'hui, on voit évidemment la question du contrôle du pétrole. On le voit très bien, ce qui s'est passé en Irak, en Irak, etc. Mais moi j'ai un exemple qui m'est resté dans la tête, qui vient de 2009, par rapport aux futures luttes concernant la ressource naturelle qui est l'eau, la ressource de l'eau. En mars 2009, il y avait en même temps le Fonds mondial de l'eau et l'intégration de la France au commandement intégré de l'OTAN. Et en fait, dans une même semaine, il y a eu la France qui s'est opposée dans le Forum mondial de l'eau à l'instauration comme droit de l'homme, à l'accès à l'eau comme droit de l'homme. Donc c'était la France qui s'est opposée parmi d'autres pays comme les États-Unis. Et la même semaine, il y avait Nicolas Sarkozy qui faisait une déclaration en justifiant que la France rentrait à nouveau dans le mouvement intégré de l'OTAN, en disant qu'évidemment l'OTAN avait une histoire derrière lui qui n'était plus
plus forcément gestionnables aujourd'hui, mais qu'on pourrait transformer cet outil-là pour faire face aux futurs conflits qu'il y a à avoir dans la planète, notamment aux conflits liés aux ressources naturelles. Donc il faut quand même garder ça en tête aussi qu'il y a des luttes impériales qui vont être en relation avec ce contrôle-là des ressources naturelles et qui ont un lien, encore une fois, très fort avec la question écologique et la question sociale. Donc, ça c'est pour le cadre global. Pour qu'on passe à la discussion assez rapidement, parce que c'est ça dont j'ai parlé, je vais donner quelques axes de comment ça se traduit concrètement aujourd'hui cette lutte-là. Je trouve qu'une idée très intéressante qui mène toujours vers la réaction, c'est celle de l'utilisation du terme de ce qu'on appelle la décroissance. C'est très intéressant, pourquoi? Parce que ce terme-là est un terme au but, c'est-à-dire qu'il est construit pour frapper, pour nous faire réagir. On peut lire beaucoup de choses différentes, on peut l'interpréter de façon très différente selon notre vision politique. Moi je trouve que là où il est fort ce terme-là, c'est qu'il frappe à la racine, c'est une critique radicale en ce sens-là, il tape à la racine du problème du productivisme, c'est-à-dire que c'est une critique de la doctrine qui nous est donnée tout le temps, de la croissance néolibérale, qui nous dit que si un pays se développe et s'il y a de plus en plus de riches, finalement les pauvres ils vont finir par en profiter un petit peu. Donc c'est cette critique-là, c'est la critique vers une croissance absolue qui serait la solution de tous les problèmes, qui est portée par ce terme de la décroissance. Concrètement, ça se traduit parfois dans un côté d'une démarche active, parce que ça c'est la critique, dans un côté d'une démarche active, ça se traduit par la mise en place de critères d'utilité sociale et de constatation de l'impact écologique de toute activité humaine. C'est ce qu'il y a derrière cet terme-là. C'est-à-dire qu'on doit mettre en place une grille qui puisse permettre de casser la logique du profit, donc la logique capitaliste, pour mettre en place une grille qui soit celle de ces deux critères-là, et l'utilité sociale de toute activité humaine et l'impact écologique de toute activité humaine. Donc c'est là où c'est fort. Cela implique, encore une fois, une grande application populaire. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc tous les endroits du monde où on a commencé à faire un tournant dans ces questions-là, que ce soit en Amérique latine, en Bolivie, en Équateur, ça c'est toujours fait par des grandes applications populaires. Donc ça passe toujours par la question de l'intérêt général et de la nationalité populaire. Concernant les trois axes que j'ai évoqués tout à l'heure, je finis là-dessus et on passe sur un cas plus concret qui va être présenté par Guillermo. Les trois axes desquels on voulait parler, qui sont concrets dans cette lutte contre la crise écologique. Il y a l'axe de l'idéologie dominante du consumérisme. Donc cette idéologie dominante qui passe aujourd'hui essentiellement par la publicité. Aujourd'hui, il faut voir qu'en moyenne, une personne regarde 3000 publicités par jour. Donc c'est cette publicité-là qui alimente et rend possible le système consumériste, le gaspillage de ressources, le non-renouvellement d'équipements qui pourraient être très rapidement ou très simplement réparables. Mais ils ne font pas que ça. Ils véhiculent aussi un modèle de société. On a tout un modèle de sexisme, d'ethnocentrisme, de culture de l'apparence qui passe aussi à travers toute cette pub qui alimente, toute cette publicité qui alimente le système consumériste. Donc, juste un exemple que j'aimerais donner là-dessus, c'est le seul que je vais donner un peu plus en détail. Il y a quelque chose qui est arrivé en France, justement, encore une fois, on voit l'implication des deux luttes. Pendant la bataille pour la retraite, à la fin de l'année dernière en France, il y a eu un moment où des jeunes de banlieue sont descendus dans la rue pour protester aussi, pour faire entendre leur malaise social. Et on a vu quelques images où on voyait par exemple on voyait un magasin de bijoux d'un côté, on voyait un magasin avec des vêtements très chics d'un autre côté, et au milieu il y avait un magasin de jeux vidéo. Les jeunes qui sont allés, ils voulaient casser des choses. Il y avait une frustration qui sortait d'une façon violente. Ils ne sont pas allés piquer des bijoux qui pourraient leur apporter de l'argent. Ils ne sont pas allés prendre des fringues qui auraient pu les habiller. Ils sont allés au milieu pour prendre des jeux vidéo. Donc, ça montre à quel point aujourd'hui le système des publicités et le système qui permet de créer cette frustration-là pousse à la consommation. Est-ce qu'un jeu vidéo aujourd'hui est quelque chose d'essentiel pour des jeunes de banlieue qui vivent dans la nécessité? Non. Mais c'est cette frustration-là qui s'est vue